Salut à tous et bienvenue dans Retour vers le début, le podcast qui raconte les débuts de celles et ceux qui font le cinéma français. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir le compositeur Laurent Pérez Delmar, connu pour ses musiques de films et films d'animation. Pour les films, notamment ceux du réalisateur Rémy Besançon, comme Mystère Henri Pic ou le dernier en date, Un coup de maître. Mais plein d'autres films, on va en parler ensemble. Hello Laurent. Hello. Ça va ? Bien et toi ? Ouais, je suis trop contente. Moi aussi. Parce que je dis toujours, déjà, comme Nietzsche, sans la musique, la vie serait une erreur. Et un film sans musique, les émotions seraient au placard, très souvent. Donc je suis très contente de te rencontrer. Surtout que, bon, toi, t'es un des compositeurs français incontournables. T'as été moult fois récompensé, mais on va en parler après. Mais ce que je veux, c'est que t'as un parcours atypique parce que tu te prédestinais pas à être musicien, à faire de la musique de film de base. Et donc, avant d'en arriver là aussi, parce qu'on garde le suspense, parce que tu faisais un autre métier avant ça, moi je veux savoir d'où tu viens, Laurent, c'est quoi ton enfance, ton environnement familial, t'es né où, tu viens d'où ? Eh ben, écoute, je suis né à Nice, ouais. Dans les années 70, et je viens d'une famille tout à fait normale, aimante, heureuse. On a été très heureux avec mes parents, ma petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Ouais. Et voilà, une enfance au soleil, la douceur de la Dolce Vita, de la Riviera française. Et est-ce que petit garçon, tu avais un rêve ? Tu sais, comme il y a des garçons qui rêvent d'être pompiers, d'autres... Je sais pas, t'avais un rêve, toi, petit garçon ? Écoute, d'aussi long que je me souvienne, pas réellement. J'étais juste bien, tu vois, je jouais au basket, je faisais ma musique, j'étais au conservatoire, j'allais, je venais. T'as commencé à quel âge le conservatoire de Nice, hein, t'as fait d'abord ? Ouais, écoute, j'ai dû commencer à 5 ans. Ah oui ? Ouais, donc 5, très tôt. 6 ans, très tôt, ouais. Et tes parents étaient dans la musique déjà ? Pourquoi ? Alors, mon père est un très bon guitariste. Ouais. Bon, il est un peu perdu là, parce qu'il a un peu lâché la guitare, ouais. Mais il a vraiment est très bon, il joue à l'oreille. Et ma mère est une super chanteuse aussi, elle chante très très juste. Donc, on a fait beaucoup de bateaux, et tous les soirs, c'était les soirées guitare, bougie, on chantait. Donc, très vite, j'ai commencé à entendre des harmonies, des choses comme ça. On était avec plein de copains, ça chantait, ça jouait. Des bœufs en famille. Exactement. Ouais. C'est génial. Donc, ok, donc t'as quand même baigné dans un univers un petit peu musical. Oui. Mon arrière-grand-père était mandoliniste de concert en Italie. Enfin, il y avait des ascendances quand même. D'accord. Donc 5 ans, conservatoire de Nice. Ouais. C'est pas un supplice pour toi alors d'apprendre le solfège et tout ça ? C'est très dur souvent pour les enfants ? Non, moi j'ai un super souvenir en fait parce que j'avais des super profs. Ouais. Enfin, en piano j'avais une prof assez dure, mais en solfège j'avais une dame qui s'appelait Madame Vernet qui était très douce et qui a amené ça de manière très ludique. Donc on avait l'impression de dessiner. Et puis c'était intéressant en réalité. Donc non, c'était pas du tout un supplice. Ça s'est peut-être durci par la suite, mais à l'époque c'était cool. Donc la musique te plaît très jeune. Tu joues avec tes parents, ça c'est vraiment génial, j'adore. Et à ce moment-là, c'est plutôt un loisir encore, quoi. Tu te dis pas, j'aime trop, ça devient pas une passion à un point que tu puisses pas t'en passer. Tu fais ça comme tous les loisirs d'enfant ? Non, pas réellement, parce que très très vite c'est devenu dévorant. C'est-à-dire que mon père très vite a dû me construire une sorte de petit home studio parce que je jouais énormément de piano, je rejouais tout ce que j'entendais, les génériques de séries. Je me rappelle, j'avais fait un arrangement de Flipper le Dauphin. En parallèle du conservatoire, je jouais tout ce que je pouvais entendre, je le jouais. Ouais. Et donc, il m'avait installé ce petit home studio dans lequel j'ai passé énormément de temps. Et en fait, c'était génial parce que il a compris ça, il m'a installé et puis il m'a dit bon bah vas-y. Et donc j'ai pu vraiment. Puis j'ai eu des groupes de musique, donc j'ai passé des heures, des nuits dans des caves. C'est même pas jouer. Une image. Hein. Ouais, non, c'était pas une image. J'ai retrouvé des enregistrements assez catastrophiques d'ailleurs de tout ça, mais non, ça a été très très vite. Ça a été dévorant assez vite. Ouais, ça a été une passion dévorante très tôt, d'accord. Et comment tu te fais un home studio avec des boîtes d'œufs ? C'est vraiment comme ça qu'on fait ? Non, en gros, ils ont construit une maison, mes parents, quand j'étais encore assez jeune, et attenant à ma chambre, ils ont prévu carrément dans le plan d'architecte une sorte de placard qui faisait 1m50 sur 3 mètres. Ouais.
dans lequel mon père a mis une rangée de prises comme ça. Et puis il m'a dit bon, de quoi t'as besoin? Alors je lui ai dit écoute, on est allé dans un magasin de musique, il allait voir le gars parce que je savais pas trop de quoi j'avais besoin en réalité, je connaissais juste une référence de synthé. Et il a dit au gars bon, mon fils veut faire de la musique, de quoi on a besoin? Et donc le gars lui a dit alors un ordinateur. Donc on a acheté à l'époque c'était un Atari 520 ST, c'était des vieux trucs, tu vois, avec des tours, avec Pro 24, un synthé qui servait de clavier maître, et puis voilà, j'ai commencé mes compos comme ça dans cette toute petite pièce, mais j'étais le plus heureux dans cette toute petite pièce, quoi. C'était mon univers, personne savait ce que je faisais, mais voilà, c'était génial. Entre quatre murs de passion, quoi. Ouais, exactement. Donc 5 ans conservatoire de Nice, tu grandis évidemment, tu lâches pas la musique. Mais arrivé à l'adolescence et au bac, tu fais un bac scientifique, hein? Ouais. Scientifique. Et puis j'ai 2 bacs même. T'as 2 bacs? Ouais. Mais non, raconte. Ouais, non, j'ai 2 bacs parce qu'en fait j'avais 1 an d'avance. Ouais. Donc j'ai passé un bac D. Je crois que le premier c'était un bac D à l'époque, c'était donc maths, physique et sciences naturelles. Ouais. Et après j'ai pris une année sabbatique parce que j'ai fait que de la musique et du basket pendant 1 an parce que je jouais pas mal au basket. Ouais. Et et puis alors j'étais un des plus petits, mais oui. C'est vrai. Ouais, absolument. Wow. Et bon bref, et donc et à la fin de cette année-là, j'ai quand même repassé un bac parce que j'avais l'impression je voulais pas avoir l'impression, si tu veux, de ne rien avoir fait scolairement pendant 1 an. Donc j'ai passé un bac C. Donc là c'était plus maths physique. Okay. Donc j'ai 2 bacs. T'as 2 bacs, trop drôle. Ouais. C'est quand même génial. Je crois que t'es la seule personne que je connaisse au monde qui se dit tiens, je vais le passer une deuxième fois, mais je l'ai déjà eu. On me l'a déjà dit. Ouais, tu m'étonnes. Aucun intérêt, mais bon, c'est comme ça. Non, mais ça montre à quel point t'es perfectionniste, travailleur. Ouais, peut-être. Et donc alors et puis après tu fais de la médecine. Oui, alors ça c'est mon autre passion, la médecine. Ah bah tu vois, je savais pas. Ouais. Elle est venue d'où? Parce que si déjà tout petit tu faisais de la musique. Bah écoute, je sais pas, il y a des amis de mes parents qui étaient médecins, un très bon ami à moi avec qui j'étais au lycée qui a fait médecine aussi, et donc ça m'a peut-être influencé, tu vois. Ouais. Et donc je suis rentré en première année de médecine que j'ai eu en 2 ans parce que la première année c'était difficile vraiment à l'époque de l'avoir en 1 an. Ouais. Et puis voilà, j'ai fait médecine, mais j'ai continué à composer de la musique en parallèle. Et j'ai fait mes premiers courts-métrages donc pendant que j'étais en études de médecine. Ah d'accord, ok. D'accord, ça je savais pas que c'était parallèle. Je savais que tu avais commencé par les courts-métrages, mais d'ailleurs juste pour revenir au conservatoire, tu faisais du solfège, mais tu avais un instrument de... Ouais, c'était piano classique. Piano, classique et jazz, t'as commencé? Non, jazz c'était à la fin de mon cursus. D'accord. Où j'ai bifurqué en jazz pendant 2 ans avec un professeur qui s'appelait André Borly. C'était génial parce qu'on jouait de temps en temps avec d'autres instrumentistes. J'ai joué avec André Secarelli à la batterie, donc c'était sympa, mais c'était pas mon truc le jazz. C'était pas. Voilà, j'aimais plus le classique. Le classique. D'accord, mais parce que t'as fait du piano, tout s'apprend. Mais chez toi, dans ton studio, t'as une guitare, t'as des instruments très spéciaux, t'as un saxo. Comment t'as fait pour apprendre tous ces instruments? C'était autodidacte? La guitare, donc mon père jouant beaucoup de guitare, j'ai toujours eu des guitares à la maison, donc j'ai commencé en vacances à Palma, quand j'allais en vacances à Palma de Mallorca, je jouais de la guitare avec, j'ai un autre ami, Juan Pablo, qui joue de la guitare, avec qui on jouait pas mal, en Corse aussi, un ami qui joue de la guitare, donc j'ai fait mes armes à la guitare comme ça, et ensuite tout le reste, tu sais, après c'est la passion, donc pour chaque film, j'essaye de trouver un son particulier, donc je construis un setup en fait au début du travail sur un film, et donc je peux avoir besoin d'apprendre un instrument, par exemple pour Zarafa, qui est un film d'animation de Rémi Besançon dont tu parlais tout à l'heure, qui se passe au début du film en Afrique. Donc je me suis dit tiens, je vais apprendre la kora, donc j'ai acheté une kora, j'ai contacté un maître. C'est une très très grosse guitare africaine. D'accord. Et donc j'ai contacté un maître de kora qui a commencé à m'apprendre, et puis j'ai aussi appris le senza, le kalimba. Combien de temps tu mets pour apprendre à jouer d'un instrument? Non, mais tu s'apprends. Alors je joue très mal, hein. J'utilise ce qu'on appelle l'editing, c'est-à-dire que je joue des petites parties, j'arrête, je relance l'enregistrement, je travaille une autre partie, et au fur et à mesure, et après je colle tout ça, je mets tout ça comme il faut, en rythme, dans la justesse, etc. Mais ça m'intéresse beaucoup. Les flûtes natives, par exemple pour la Tortue Rouge, j'ai appris à jouer des flûtes natives. Ça, par contre, j'ai vraiment appris parce que c'était un son qui me passionne. J'aime vraiment beaucoup ça. J'ai même utilisé des bambous pour la Tortue Rouge. J'ai utilisé des kalimbas
aussi. Voilà, tout ça, ça m'intéresse, toutes ces sonorités, mélanger en fait tout ce qui peut l'être. L'orchestre, pour Zarafat, j'ai même utilisé un orgue de Barbarie, j'ai contacté un facteur d'orgue de Barbarie, je lui ai écrit la partition en MIDI, il a imprimé les papiers, il a percé les papiers en fonction du fichier MIDI que je lui avais envoyé. Wow. On l'a enregistré chez lui avec son orgue de Barbarie, et ensuite je l'ai superposé avec l'orchestre que j'enregistre en Macédoine. Tout ça, ça m'intéresse, quoi, de créer des sons, de créer des univers comme ça, de choses qui sont pas forcément appelées à vivre ensemble dans la musique, mais qui au final, quand tu arrives à les mélanger, ça peut donner des trucs sympas. Ok, bah écoute, j'ai hâte d'en savoir plus parce qu'on a grillé évidemment beaucoup d'étapes. On va revenir sur tous les films. Mais non, mais t'as raison que t'as évoqué, parce qu'on en était quand même à la médecine et au court métrage. C'est vrai. Et on a déjà parlé du film La Tortue Rouge qui a quand même été un vrai tournant dans ta carrière de musicien de film. Donc t'es étudiant en médecine, c'est ton autre passion. Et là, ouais, donc c'est un pote qui te demande de faire la musique d'un de ses cours. C'est comme ça que ça se passe, le début. Absolument, il y a une école à Nice qui s'appelle l'ESRA, qui existe aussi à Paris. Ouais. Et donc ce gars-là réalise son premier court-métrage qui s'appelait H. Ingrats à l'époque, un film avec Macha Merrill, Philippe Naon. Très très joli film d'ailleurs, au passage. Et une copine commune, il dit à une amie commune, Karen, que je salue si elle écoute ce podcast. Elle l'écoute, sûrement. Il lui dit qu'il cherche un musicien pour son film, et elle lui dit moi je connais un gars qui fait de la musique, et donc il m'a appelé, et ça a commencé comme ça, si tu veux. Il m'a dit est-ce que ça t'intéresse, je lui ai dit oui. J'avais pas du tout fait de musique à l'image avant, mais là je savais déjà que c'était quelque chose que je voulais faire en fait. Donc je lui ai tout de suite dit oui. Ça faisait longtemps que j'essayais de mettre de la musique sur des images, et ça s'est très bien passé. On a eu une belle collaboration, et le jour où j'ai entendu ma musique dans une salle de cinéma pour ce film, pour moi ça a été je voulais faire ça. Je voulais pas du tout abandonner la médecine pour faire ça, mais je savais que je voulais faire ça. Donc en parallèle, pourquoi pas, de la médecine. Au départ c'était ça. Donc tu vas au bout de tes études de médecine. Bien sûr. Tu deviens médecin. Et alors quel a été le tournant, parce que donc c'est pas ton seul court-métrage, t'as enchaîné plusieurs courts-métrages en parallèle de tes études. Et à quel moment tu dis non, là c'est ça que je veux faire? Disons que quand j'ai terminé mes études de médecine, que j'ai passé ma thèse, là j'ai eu un moment où j'allais continuer à faire des remplacements. Et donc je savais que je pouvais aménager mon temps comme je le souhaitais. Et donc je me suis dit que c'était le moment où il fallait que j'essaye de faire quelque chose dans la musique de film. Donc j'ai commencé à faire des remplacements régulièrement, mais en me gardant du temps. Et le reste du temps, j'ai démarché des boîtes de prod, j'ai commencé à faire de la pub, jusqu'au moment où j'ai eu cette première occasion de poser de la musique sur un long métrage d'animation. Voilà. En fait, les choses se sont passées de la manière suivante, c'est-à-dire que j'ai écrit la musique d'un court-métrage qui s'appelait Peter Pan a grandi et John Lennon est mort, de mémoire. Et la monteuse de ce film montait également le long-métrage d'animation qui s'appelle Peur du Noir, pour une société qui s'appelle Prima Linea Productions, avec qui j'ai beaucoup travaillé par la suite. Et donc, c'était donc Alexandre Desplat qui devait écrire la musique de ce film. Et puis il a plus pu le faire pour des raisons de... je crois qu'il a été nommé au Golden Globe, il devait faire une sorte de campagne ou je ne sais quoi. Et donc ils se sont retrouvés en défaut de compositeur, et donc elle a dit moi je connais un gars qui vient de faire la musique d'un court-métrage que j'ai monté, qui travaille vite, et donc ils m'ont appelé. Ils m'ont dit voilà, on nous a donné votre numéro, comme vous n'avez encore rien fait au niveau du long métrage, on aimerait que vous nous fassiez une maquette. Vous avez 48 heures parce qu'il nous reste très peu de temps pour faire la musique de ce film. Et donc est-ce que vous êtes d'accord? Et donc là je leur ai dit oui, évidemment je suis d'accord. Le soir je devais aller au concert des Daft Punk à Bercy. Donc je suis allé au concert des Daft Punk. C'est pas vrai. Ouais, bien sûr. Et je suis rentré de ce concert, j'étais galvanisé à un point pas possible. Et donc j'ai bossé toute la nuit, j'ai fait ma maquette, je l'ai renvoyée le dimanche matin à la première heure. Et ça leur a plu, et donc on a continué à travailler ensemble sur ce film. Et ça a été une rencontre très très importante pour moi. C'est donc Christophe Jankovic et Valérie Sherman, qui sont deux très très bons, très grands producteurs d'animation, qui à partir de ce moment-là m'ont fait confiance sur leur projet.
C'est incroyable. Tu vois, tu sais que ça arrive souvent pour tous ceux qui écoutent tous les épisodes de Retour vers le début. Le moment où la personne qui devait être en place sur un projet ne peut plus, et c'est le coup de chance, entre guillemets, d'une autre carrière, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Ouais, être au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Exactement. Ouais. C'est top. Et donc, avant ça, quand même, t'avais fait court-métrage, on l'a dit, mais t'avais fait, comme tu l'as dit, des musiques de pub. T'avais fait de la musique de télé aussi. T'avais bossé sur des émissions télé, non ? Ah oui, émissions de télé. Ouais, ça, c'était pas une très belle expérience, j'ai trouvé, parce que c'était un milieu que j'ai trouvé assez difficile, où on est très très mal payé. Ouais, c'est vrai, je te confirme. Et donc, à l'époque ça m'allait, mais je trouvais que je réalisais pas que les conditions de production étaient aussi compliquées. Et donc voilà, avec le recul, je suis content de l'avoir fait, mais j'ai assez vite arrêté. Oui, et puis la musique d'émissions télé, c'est pas la même sensibilité, tu vois. Les gens, je trouve, n'ont pas la même sensibilité que les gens qui racontent des histoires, quoi, de cinéma, tu vois, avec des émotions, avec... Ouais, on parle des émissions de télé, parce que les films pour la télévision, c'est très très différent. Ouais, bien sûr, on parle que des émissions de télé. Ouais. Et alors, au moment où t'as envie de tout lâcher, une fois que t'as fait ta thèse, pour te consacrer qu'à ça, tes parents disent quoi ? Mes parents, ils m'ont toujours poussé à faire ce que j'avais envie de faire. Ouais. Dans la mesure où j'avais ce doctorat en médecine, je peux visser ma plaque du jour au lendemain, donc ça les a quand même pas mal détendus. Après, c'est vrai que c'est surtout du côté de ma mère que ça a été un peu compliqué, où tous les premiers temps où je lui disais que je rencontrais des gens extraordinaires, que je me régalais dans ce que je faisais, etc., elle me disait toujours après, et sinon, au niveau de la médecine, t'en es où ? Mais c'est normal, c'est normal. Une mère corse en plus, tu vois, donc c'est un peu... On est... bref. Et donc, ça a duré assez longtemps. Ouais. Ça a duré une dizaine d'années, ouais. Ah ouais, oui. Mais tu sais que t'as raison, parce que je raconte, c'est anecdotique, mais moi j'ai fait du droit comme toi, j'ai fait 6 ans de droit. Je travaillais comme juriste en droit des affaires. J'allais passer le barreau. Et puis j'ai tout arrêté pour faire... je voulais faire du cinéma aussi, mais c'est la télé qui m'a... j'avais une opportunité en télé. Et pendant 10 ans, alors que je n'étais plus du tout dans le droit, ma mère disait à tout le monde que sa fille était avocate. Ah oui. Pendant 10 ans, alors que je suis partie avant même de passer le barreau, tu vois. Et j'ai trouvé ça incroyable, en fait. Mais c'est drôle à la fois. C'est marrant. Tant qu'ils comprennent pas vraiment ce qu'on fait, comment on gagne nos vies, un médecin, c'est simple, on sait. Avocat, c'est simple, on sait. Oui, et puis ils ont un peu peur d'une forme de précarité due à ce genre de profession. Donc ça s'excuse. Ça se comprend. Et alors, on l'a pas dit, mais tu as fait aussi le Conservatoire de Paris. Non, j'ai pas fait le Conservatoire de Paris, j'ai fait des classes en auditeur libre. Parce qu'on m'avait parlé en fait, il y a un prof d'écriture et d'analyse qui s'appelle Jean-Michel Bardez, qui est quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Et j'avais envie de me perfectionner au niveau de l'écriture, de me perfectionner plus que ça même. Ouais. Et donc je l'ai contacté, je lui ai demandé à assister à ses cours, et donc il m'a dit faites-moi écouter un peu ce que vous faites. Donc je lui ai fait écouter ce que j'avais fait à l'époque, et il m'a dit ok. Pendant 2 ans, donc j'ai suivi ses cours, j'étais au fond de la classe avec des gens bien plus jeunes que moi, et je me suis vraiment nourri de tout ce qu'il a pu enseigner à ses élèves. Oui, c'était très important. C'est ça, t'as un bac, t'en refais un autre, t'as le Conservatoire de Nice, mais toi tu t'incrustes au Conservatoire de Paris. C'est génial. Mais je dors peu, c'est peut-être pour ça que j'ai besoin de combler mon... Non, mais ça prouve à quel point t'as une passion pour la musique qui est... qui se discute pas du tout, quoi. J'ai surtout une très haute opinion de ce que doit être la musique d'un film. Ouais. Et donc, comme j'ai un problème de légitimité, toujours, aujourd'hui, je me donne à fond dans ce que je fais pour essayer de faire en sorte que ce soit du mieux possible, et que les gens, que mes pairs, que les critiques, que les gens qui vont être amenés, que les spectateurs en général qui vont être amenés à écouter cette musique la trouvent belle, quoi, qu'ils aient des émotions, et pour atteindre ce résultat, moi je considère il faut travailler énormément. Il faut être exigeant, ouais. Ouais, il faut travailler énormément. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont plus de talent que moi, mais de gens qui travaillent autant que moi, je sais pas. Ouais, parce que c'est vrai que tu lâches donne ma vie rien à la musique. Ouais. Non, c'est vrai.
Et alors, cette monteuse qui t'a recommandé, parce que évidemment, j'imagine que Céline Kelepikis. Ok, bah on la salue et on la remercie. Ouais. Tu lui as offert un resto d'ailleurs pour la remercier. Ouais, on a eu l'occasion de se rattraper. Ah bon, c'est cool. Et donc, quand même, donc cette opportunité, t'arrives sur un long métrage, t'as peur quand même à ce moment-là, c'est ton premier long. Tu sais que voilà, ils te font confiance, t'as fait ta maquette, donc t'as quand même fait tes preuves, mais est-ce que t'y vas avec la peur au ventre? Bah non, pas du tout là. J'avais juste la niaque. Ouais. Donc en plus, il n'y avait pas une grosse quantité de musique parce que c'était un film à sketch, donc j'avais juste un très long générique de début, un très long générique de fin à produire. Et la maquette, c'était le générique de début. Ok. Et ils avaient tellement aimé qu'en gros, je me sentais, j'étais galvanisé par leur réaction, et donc non, j'ai pas eu peur du tout. J'y suis juste allé bille en tête. Bille en tête. Ouais. Alors j'explique quand même pour ceux qui écoutent les podcasts de cinéma par passion, mais qui savent pas ce que c'est qu'un film à sketch. C'est un film où il y a plusieurs films à l'intérieur, comme Les Infidèles par exemple. Exactement. Ou Les Nouveaux Sauvages que j'ai adoré aussi. Donc voilà, ça c'est un film à sketch. Et alors en tout cas, donc tu te souviens de ton premier cachet de long métrage? Moi je passe toujours à ça parce que je me dis la première paye d'un truc que t'aimes faire. C'est pas pareil que quand tu fais un petit job d'été et que t'as une paye, voilà, quoi, tu sais, elle t'a donné de ta personne, mais moi, pas dans le bon sens. Je me rappelle pas de mon cachet. Ce dont je me souviens, c'est que je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, je peux dire que je suis compositeur de musique de film. Bien sûr. Et ça a été vraiment un truc très très important pour moi. Ouais. Parce que même si je me sentais pas légitime par rapport à moi, je me disais ok, j'ai quand même j'ai atteint un objectif quoi. C'est quand même voilà, maintenant je veux continuer, mais j'aurais réussi au moins, et c'est super super important. Et c'est l'année où j'ai eu ma première fille aussi. Ah, donc c'était une année. C'était une année très très faste. Ah oui, et alors justement, à partir de quand t'as arrêté de dire je suis médecin? J'ai jamais arrêté de dire que je suis médecin. C'est vrai, je suis toujours médecin, je suis toujours à l'ordre des médecins. Mais tu te présentes comme compositeur de musique de film. Ouais, écoute, oui, et en même temps, j'ai beaucoup d'amis qui me consultent pour de la médecine. Moi, je t'appellerai la prochaine fois. Si tu veux. Je suis ostéopathe aussi, donc je manipule régulièrement des amis. Génial. Donc non, quand tu es médecin, tu restes médecin. Ouais. Ok. Non, mais intéressant. Et donc, donc ce premier long métrage, comme tu dis, enfin tu peux quand même dire, en plus d'être médecin, que tu es aussi compositeur de musique de film. Tu l'as dit, tu retravailleras sur tous les projets de ces producteurs qui t'ont fait confiance. Mais comment on se fait un nom dans le métier? Est-ce que justement c'est d'autres personnes qui écoutent ce film qui te contactent, ou est-ce que tu te dis tiens, c'est ma carte de visite et moi maintenant je vais un peu enfoncer les portes? Non, ça je l'ai fait pour la publicité parce qu'il faut bien que les gens sachent que tu existes. Mais après pour le long métrage, non, c'est juste c'est des rencontres et c'est des gens qui ont entendu ta musique. En tout cas moi c'est comme ça que ça a fonctionné. Sûr. De toute façon, moi je viens de nulle part, enfin je connaissais personne, tu vois, donc je savais même pas à quelle porte aller taper. Je pense que c'est compliqué d'avoir des rendez-vous comme ça, enfin tu vois, donc non, là j'ai eu vraiment cette chance de rencontrer Valérie et Christophe qui ensuite m'ont parlé de Loulou l'incroyable secret et Zarafa. Donc et ensuite ces films-là ont eu une carrière qui a fait que les gens ont pu écouter ma musique. Donc, oui, parce que tu as commencé par les films d'animation en long métrage, et qui t'amène aussi à La Tortue Rouge, qui est un film de production franco-belge, ça. Et japonaise. Et japonaise. Et alors, ce film, il y a un vrai tournant, non? Parce que quand même, c'est un film où tu as été nommé à des récompenses partout, à l'international. Tu as eu des récompenses à l'international, dont meilleure musique de film. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta vie, dans ta tête, dans ton cœur de musicien? Écoute, les premières émotions, c'était pas La Tortue Rouge, c'était Loulou l'incroyable secret qui a décroché le César du meilleur film d'animation. Et en fait, ils ont joué ma musique pendant la cérémonie des Césars sur d'autres catégories. Meilleur décor, meilleur machin, tu vois. Ah, mais attends, je savais pas ça. Non, mais en fait, pour moi, ça a été un moment incroyable. Tu sais, tu regardes la cérémonie, t'en rêves depuis que t'es gosse. Et puis là, t'entends ta musique. Déjà, ça, c'était un truc super important pour moi. Après, cérémonie de clôture du Festival de Cannes en 2012,
la cérémonie se termine et puis je suis devant ma télé chez des amis dans le Nord et là la musique de Zarafa. Michael Haneke qui reçoit la Palme d'Or et boum, la musique de Zarafa. Donc là je me dis attends, il y a un téléphone qui sonne, il y a quelqu'un qui a mis ma musique machin, et là mon téléphone commence à sonner, des producteurs de Zarafa, réalisateurs qui me disent ah mais c'est dingue, voilà. Donc en fait je me suis dit ok, donc il y a des gens qui écoutent ma musique, qui apprécient ma musique et qui vont la mettre à d'autres endroits que dans les films. Sans me demander. Non, mais ça, ils n'ont pas besoin, parce que les droits de la musique, de toute façon, ne m'appartiennent plus. Mais donc ça, pour moi, ça a été les premières émotions, puisque tu en venais par là. Et ensuite, effectivement, La Tortue Rouge, ça a été un vrai tournant pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que c'était un film silencieux. C'est pas un film muet, c'est un film silencieux. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de parole, mais il y a quand même tous les bruits de la nature, etc. Donc la musique était très très en avant. Et ça, pour un musicien, c'est une chance extraordinaire, parce que les gens vont forcément écouter ta musique. Forcément, ils sont obligés. À partir du moment où ils payent leur place, ils sont obligés. Et donc, effectivement, le fait que le film ait été coproduit par les studios Ghibli, ça donne tout de suite un cachet de qualité. Hein. C'est quand même des studios très très reconnus. Et alors là, oui, tu parlais de pression. Là, j'ai eu un tout petit peu de pression quand j'ai reçu le film et que j'avais écrit en bas, donc ultra confidentiel. Tu sais, ils te mettent un petit texte en bas. Ultra confidentiel, Laurent Pérez Delmar, Studio Ghibli. Quand j'ai vu le film avec ça, je me suis dit voilà, je peux pas me louper, c'est pas possible. Tu vois, si je me loupe là, c'est la chance de ma vie. Et donc, très étonnamment, j'ai rencontré le réalisateur. Michael Dudoc de Witt. Alors ça s'est passé de manière assez particulière ce film, parce que au départ les producteurs souhaitaient pas forcément que ce soit moi qui écrive la musique de ce film. Y avait donc 2 autres personnes qui travaillaient sur le film depuis 2 ans et demi. Waouh. Et puis ils ont fini par se rendre compte que la musique ne convenait pas forcément. Et donc à 3-4 mois du mix, ils ont décidé de lancer une compétition. Et donc, ils ont contacté plusieurs compositeurs, et ils ont fait une compétition à l'aveugle. Et j'ai su après qu'il y a des gens que j'admire qui faisaient partie de cette compétition, et heureusement que je ne l'ai pas su avant. Ah oui, sinon tu te serais mis trop de pression. Exactement. Et donc, je reçois les images du film, je fais ma maquette, et donc je suis retenu dans les 3 personnes que le réalisateur a le plus apprécié. Et après, il a voulu nous rencontrer humainement, pour savoir avec qui il allait travailler. Et donc je suis le premier qu'il rencontre, et on fait un déjeuner qui dure 3 heures, et en fait il se passe un truc humain très puissant. C'est-à-dire que Michael, c'est un type qui dégage une énergie assez dingue de zénitude, et on le ressent très fort dans son film. Comme toi, en fait. Ouais, beaucoup plus que moi, je pense. Toi, je suis sorti de ce rendez-vous, j'étais rempli d'émotions, d'inspiration. Et pendant ce déjeuner, je lui dis bon alors la maquette. Il me dit oui, écoute, ta maquette est très bien. Par contre, je n'aime pas le thème. Alors je dis ah bon, mais c'est-à-dire pourquoi tu m'as sélectionné le thème, parce que c'est la mélodie et l'harmonie qui revient pendant tout le film. Donc je dis ah bon, mais qu'est-ce qui t'a plu dans cette maquette? Il m'a dit j'aime l'ambiance, etc. On commence la conversation comme ça, donc j'étais pas très très à l'aise. Et puis après on discute et puis ça se passe super bien, à tel point que je rentre chez moi et j'écris le thème que je pense être le thème du film. D'accord. Après notre discussion. Un autre donc que ce que tu avais proposé. Mais dans le même mood. J'appelle ma violoncelliste et ma chanteuse, je leur dis il faut que tu passes au studio pour enregistrer aujourd'hui si possible. Donc là on est 4-5 heures après le rendez-vous. Ah ouais, t'es vraiment un fou de travail. Donc elles arrivent à 21h, on enregistre cette musique et je l'envoie dans la foulée au réalisateur. Je dis voilà, écoute notre discussion, m'ont inspiré ce thème. Et là, pas de réponse jusqu'à 1h du matin. Je suis comme ça sur mon téléphone. Tu m'étonnes. C'est pire qu'un date. Exactement, mais c'est exactement ça. C'est vrai. Exactement. Et à 1h30, je reçois un mail de Michael qui me dit écoute, je pleure devant mon ordinateur, c'est la musique du film. Waouh. Et en gros,
il n'a même pas, alors je pense, c'est la légende qui dit ça, il n'a même pas souhaité rencontrer les deux autres compositeurs. Ah, les pauvres. Ouais, c'est T'imagines triste. ce que t'as fait. Ouais, mais tu vois, c'est ce que je te disais. En fait, il faut y aller, faut tout donner. Aller. Bien sûr, faut donner de soi pour aller vers la destinée qu'on a envie d'avoir. Quoi. Exactement. Et puis bon, là, c'était une force qui me dépassait. C'était même pas une décision de ma part. Ouais. Et voilà. Et ça a commencé comme ça, ce projet. Et je remercie Christophe et Valérie qui m'ont poussé à être dans la compétition, parce que voilà, au départ, je te dis, c'était pas, les autres producteurs ne souhaitaient pas forcément que ce soit moi, parce que je sortais d'une musique à grand spectacle, la musique du film de Jamel Debbouze, Pourquoi j'ai pas mangé mon père, qui était une musique vraiment pas de blockbuster, mais beaucoup moins intimiste que ce que devait être. Quoi on peut dire ça comme ça. Ouais, peut-être un peu, ouais. Et ils m'ont dit non, tu vas quand même faire la compète, de toute façon c'est à l'aveugle, etc. Donc on va mettre ta maquette dans le... Voilà, donc ils ont été géniaux avec moi, et je continue aujourd'hui d'avoir une relation exceptionnelle avec eux. Bah oui, d'ailleurs, ce film continue à avoir une vie aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, tu l'as joué en temps réel, quoi, avec les images derrière toi, un écran avec un orchestre devant, et ça, tu m'as dit que c'était une expérience incroyable. Écoute, c'était le premier ciné-concert de la Tortue Rouge, et j'espère qu'il y en aura d'autres. A priori, il devrait y en avoir d'autres. Il y a 2 autres pistes de gens qui nous ont contactés pour le faire. Génial. Raconte comment ça se passe pour... Bah écoute, ça se passe... Karina, qui est une fille qui travaille pour un festival, qui est le festival de Braunschweig en Allemagne. Un festival que je connaissais pas, mais qui en fait existe depuis 37 ans. Wow. Qui est un festival qui promeut la diversité, l'égalité... qui a vraiment de très très belles valeurs, me contacte et me dit voilà, on aimerait faire un ciné-concert de la Tortue Rouge. Alors j'avais déjà eu plusieurs propositions, mais les conditions n'étaient jamais réunies. C'est-à-dire que l'orchestration de la Tortue Rouge, c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Combien de personnes Voilà. Et je lui dis écoute, rencontrons-nous au Festival de Cannes, si tu y es, et comme ça on peut en parler. On se rencontre au Festival de Cannes, et là je sens qu'elle est ultra motivée et qu'elle est ultra sérieuse. Et donc je lui parle des conditions, et elle me dit oui, écoute, oui. Je fais bon, bah alors ok. Elle dit oui à tout. Elle dit oui à tout. On adore ce genre de personne. On adore, c'est une fille extraordinaire. Ouais. Et donc, je laisse passer un peu de temps, puis elle me recontacte. Elle me dit bon, bah écoute, c'est bon, on peut lancer, machin. Donc j'ai ok. Et je lui dis que je commence à lui demander mais tu penses qu'il y aura du monde, parce que le film est déjà sorti sur Netflix, il est sorti en 2017, donc il y a quand même déjà beaucoup de gens qui l'ont vu. Est-ce que tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Ça m'embêterait de faire un ciné-concert et de mobiliser autant de moyens et de personnes pour faire un ciné-concert devant 50 personnes. Et elle m'a dit écoute, t'inquiète pas, ok, je fais très bien. Et une semaine avant, elle me dit écoute, c'est bon, on a vendu 300 places. Donc moi j'étais hyper content. Ouais. C'est une salle de combien, tu te souviens? C'est une salle de quoi? Au départ, c'était 300 places. Ouais, c'est ce qui visait, quoi. Ouais, c'est ce que... Ouais. Moi, je lui avais dit moins de 200, on le fait pas. Oui, ça bien vaut pas sûr. Le coup. Parce que, attends, t'as combien de musiciens qui se déplacent 60. 60 musiciens qui sont donc devant l'écran, mais en bas, c'est ça? Ouais, ils sont devant l'écran. Ouais. Moi, j'avais fait fabriquer le DCP du film sans la musique. Ouais. Donc, ça avait un coût aussi, qui avait été endossé par le festival. Ouais, le DCP, c'est comme, on va dire un fichier où il y a tout le film, mais sans la musique. Exactement. Voilà. Ouais, c'est vrai, excuse-moi. Non, mais c'est vrai. Pour, je me dis, on sait jamais. Tu vois. Mais t'as raison. Et puis, il y a aussi... tu sais... Ouais. Non, le DCP, la musique, donc sans le film, les musiciens sont présents dans la salle. La location de la salle, etc. Donc je lui dis, moins de 200 personnes, ça vaut vraiment pas le coup de le faire. Ça fait beaucoup de monde à déplacer, quoi. Et bon, elle me dit, on a vendu 300 places, bon, très bien, une semaine avant, donc j'étais rassuré, tu vois. Et quand j'arrive pour le concert, elle me dit, écoute, on a dû changer de salle. Et je dis, ah bon, pourquoi? Et là, j'arrive dans la salle et j'ai l'impression d'arriver à Bercy, et elle me dit... écoute, on a vendu au minimum 2000 places. C'est extraordinaire. Ouais. Donc là, j'étais hyper content, et à la fois, ça m'a un peu stressé, tu vois. Normal. Je me suis dit, j'espère que les gens seront pas déçus. Et puis, on fait la première répétition, et là, je trouve que l'orchestre joue à merveille. Je trouve que la musique prend toute sa dimension. J'avais changé, tu sais, des parties qui étaient jouées par des synthés. On les a fait jouer donc avec Daniel Glay qui travaille avec moi. On avait transposé toute cette partie avec des vers
Tu vois, on voulait que le mec joue je sais pas comme quand on fait le cristal, là, on mouille donc un peu un verre et ça fait tu mets chaque note, et puis le gars peut faire des harmonies comme ça. C'est incroyable. Ça. Et en fait, le gars était incroyable, ce musicien. Donc le résultat était... on leur avait demandé de faire venir un balafon aussi, qui a une sorte de xylophone africain, pour avoir des textures de bois. Ils ont fait l'effort, donc on avait... Et donc, tout était réuni. Et première répétition, donc et la musique prend vie en live, parce que c'est vrai que même pour le film, j'avais enregistré pupitre par pupitre, tu vois, j'avais fait d'abord les cordes, ensuite les cuivres, ensuite les bois, donc j'avais jamais entendu cette musique jouer tout à la fois. Tout en même temps, bien sûr. Et donc pour moi, c'était extraordinaire, et le concert était merveilleux. Ça faisait longtemps que j'avais pas revu le film en plus, donc je l'ai redécouvert. Et justement, tu te souvenais de... Parce que donc, alors, ton rôle pendant cette soirée, c'est chef d'orchestre. C'est un peu... Non, en fait, moi, je dirige pas... ça m'arrive de diriger les musiques que j'enregistre, mais je prends moins de plaisir que d'être dans la control room ou de l'écouter. D'accord. Voilà. Ok. Et là, j'avais dit à Karina, si je viens... je veux être dans le plaisir, quoi. Je veux pas être en train de diriger stressé par les départs de musique. C'est le premier, donc je veux vraiment en profiter. Et donc on a pris un chef qui est un mec super, qui avait l'habitude de faire des ciné-concerts. Et donc moi j'étais plein centre, premier rang, et donc j'ai pris ce concert. C'était fabuleux. J'ai fait venir Julia Wisniewski qui chante la BO du film. On l'a fait venir en Allemagne pour qu'elle interprète elle-même la voix du film. T'imagines. Et c'était un super moment. Et alors juste, c'est très technique, mais le point de départ, à quel moment... Bon, ils ont leur partition, évidemment, tous les musiciens. Mais pour être vraiment synchro avec l'image, est-ce que tu as un trait comme dans le doublage, ou comment tu sais que là, tac, faut y aller, parce que j'imagine qu'une seconde près, ça décale tout, quoi. Alors ça, effectivement, il y a des ciné-concerts qui se passent comme ça. Mais moi, ce que j'ai fait sur ce ciné-concert-là, c'est que j'ai sorti le DCP, donc la copie du film avec le timecode, c'est-à-dire un repère, tu sais ce que c'est, un repère temporel, à l'image près. Et j'ai marqué sur la partition, sur chaque partition de chaque musicien, le timecode auquel il fallait qu'il commence. Et donc ensuite, ils avaient juste à se référer au chef d'orchestre pour les départs. Je voulais que la musique vive, en fait. Je voulais pas qu'elle soit au clic. Je voulais pas que... Donc c'est un essai, je changerai peut-être pour les prochains, mais là, je trouve que ça a quand même bien marché. Et avec les répétitions, et avec les conseils que j'ai pu leur donner entre les répétitions, il y a eu des petits problèmes de tempo, évidemment, des fois où ça accélérait un peu, où ça ralentissait un peu, mais au final, c'était quand même c'était beau de voir la musique vivre comme ça, à l'ancienne, quoi, avec un chef, pas de clic. De voir ta musique jouer en live sur l'image avec 2000 personnes dans la salle, ça doit être assez incroyable. C'était... Bon, alors donc ça, c'est le parcours de La Tortue Rouge. Tu sors des films d'animation, et là, on vient de chercher pour faire des films, des comédies, un peu de tout, quoi. Est-ce que tu te souviens du tout premier ? Oula, alors attends. Tu vois, j'aime bien quand on dit oula, parce que ça veut dire que quand même la carrière est déjà bien longue. Non, c'est pas à ce point, je suis pas... Mais c'est tout là-haut. C'est pas tout là-haut. Le tout premier, oui, c'est très possible que ce soit... Oui, c'est tout là-haut, tout effectivement. là-haut. Ouais, c'est tout là-haut, donc là c'est... c'est avec Kev Adams. C'est avec Kev Adams, et c'est... je crois que c'est Julie Gaillet qui m'appelle. Parce qu'elle était productrice du film, coproductrice avec Elisa Soussan. Et Kev aussi, qui était coproducteur avec Elisa. Et en fait, elle m'appelle en me disant voilà, on a vu La Tortue Rouge, on aimerait vraiment que vous fassiez la musique de ce film. Et donc, elle me présente Serge Azanavicius qui réalise le film. Et pareil, super rencontre. J'aime beaucoup le film. Je n'aime pas trop le ski, donc c'est un film sur un snowboarder. C'est un film sur la montagne. Mais c'est surtout un film sur une histoire extraordinaire d'un jeune qui a une détermination sans faille et qui veut absolument descendre la face nord de l'Everest. Et donc c'est vraiment une très très belle histoire. C'est un Kev Adams à contre-courant aussi de ce qu'il fait habituellement. Ça m'a beaucoup intéressé. Et donc voilà, ça c'est la première expérience de film en prise de vue réelle après les films d'animation. Et alors justement là, tu le disais, la particularité de La Tortue Rouge, c'est que donc il y a pas de dialogue, il y a pas de ça aussi, c'est une sensibilité qu'il faut avoir de où placer, parce que c'est toi qui décides de tout. On te donne le film vierge entre guillemets. Parfois en montage, les monteurs mettent des musiques un peu comme ça qui leur viennent pour donner un ton. Mais comment tu travailles, comment t'as travaillé sur ce film alors, puisque c'était le premier avec des dialogues et il faut s'insérer, qu'est-ce que tu fais?
Tu parles de tout là-haut ? De tout là-haut, et puis après, d'une manière générale. Quoi. Moi j'aime bien, au tout début, voir le film sans musique, sans rien, tout seul, dans mon studio. Sans dialogue ou avec dialogue quand même ? Non, avec les dialogues, oui, bien dialogue, sûr, avec les sons, etc., mais sans ce qu'on appelle le theme tracking, c'est-à-dire que effectivement les monteurs, comme tu le disais, positionnent des musiques d'autres films pour donner une idée de ce que peut donner la séquence avec de la musique. Moi, je vois le film sans theme tracking. Pour pas t'inspirer. Exactement. Je note très vite mes premières idées, mes premiers placements de musique, etc. Et une fois que ça c'est fait, je fais une réunion de spotting, c'est-à-dire de placement, avec le réalisateur. Et éventuellement le producteur, pour le film que j'ai fait avec les États-Unis, le producteur a un avis très important aussi. Et donc on fait cette réunion, on détermine les endroits où le réalisateur en veut, le réalisateur n'en veut pas, et moi je lui fais des propositions aussi. Et puis voilà, je commence à travailler sur cette base-là. Et tu t'inspires, qu'est-ce qui t'inspire le plus est-ce que c'est l'univers du film, les images, les personnages, pour créer une atmosphère ? Qu'est-ce qui tu te laisses embarquer par ce que tu ressens ? Parce que moi je trouve ça, moi je suis pas du tout musicienne, mais je suis passionnée de musique, et je me dis quand tu vois des images, à quel moment est-ce que tu imprègnes dans ton corps ressort par des notes ? Tu vois ce que je veux dire ? Pour accompagner ce que tu vois, quoi. Ouais, alors ça, c'est une question qu'on m'a tellement posée. C'est vrai ? Tu vois, quand on a fait la tournée là, pour la sortie de La Tortue Rouge, on en parlait beaucoup avec Mickaël, justement, de ça, parce que c'était une question qui revenait systématiquement, et à chaque fois, on se disait, putain, on va pas encore savoir quoi répondre, il faut qu'on trouve quelque chose. Merde. Donc, t'as trouvé la réponse. On a eu des discussions qui ont duré, même au téléphone, on a parlé pendant 3 heures, parfois en se disant, mais attends, d'où ça vient, Mais non, j'ai pas de réponse, en réalité. C'est juste un ressenti, une émotion que tu apprends à traduire en musique. Donc après, en fonction de ta sensibilité, tu vas apprendre à manier certains outils, donc certains arrangements, certaines orchestrations, certains instruments même. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Mais c'est pas, si tu veux... J'avais eu cette discussion avec Maurice Jarre d'ailleurs, parce que je lui disais que j'étais très limité par ma technique de piano, parce que quand tu arrêtes le piano depuis un moment, moi je me sers plus du piano que pour composer de la musique. Et Maurice me disait qu'en fait, lui aussi, il était très limité par sa technique de piano. Il m'a dit, la meilleure chose que je puisse te conseiller à ce moment-là, c'est que tu t'éloignes de ton piano, de tes ordinateurs, de tout. Tu vas te balader avec l'imprégnation du film, ce que le film t'a laissé comme souvenir. Et quand tu vas t'éloigner de tes machines, de ton piano, tu vas pouvoir imaginer de la musique sans aucune limite. Et ça, en fait, je m'en sers tout le temps. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai vu le film, je m'éloigne, je laisse mûrir un peu une journée, je vais me balader, je vais dans un jardin à Paris, il y en a tellement de très très beaux. Et j'arrive à imaginer une musique, une mélodie, une harmonie, même parfois c'est juste un motif, qui vont être le point de départ de quelque chose, mais j'aurais pas été limité par les instruments, la technique, etc. Donc là, mon dictaphone d'iPhone ou un morceau de papier, une partition, je note le truc pour pas l'oublier, ou je le chante, mais parfois c'est un rythme. Et voilà, c'est le point de départ mais après tout peut servir, tu vois, sur le Mystère en Épique, qui est donc une arnaque littéraire, tu vois, dans le milieu littéraire. J'ai fait toute la base rythmique, j'étais sur une brocante, j'ai acheté une vieille machine à écrire, et toute la rythmique du film est faite avec la machine à écrire, par exemple. Et sur cette rythmique là, après j'ai rajouté tout ce qui fait la musique du film. Mais le point de départ, c'était ça. Tu peux t'inspirer de ton quotidien, en tout cas tu peux être inspiré par quelque chose de ton quotidien. Ça peut même être, ça faut pas le dire, mais ça peut même être, moi je regarde beaucoup de films, ça peut même être la musique d'un autre film dans ce qu'elle évoque comme émotion. Tu vois, je me dis, tiens, ou une métrique, tu vois, tiens, il a mis un 5/4 là, c'est très très malin. Donc ça peut être des points de départ comme ça. C'est le tempo. Oui, pardon, c'est la musique en général, c'est 4/4, c'est 4 temps par mesure, et il y a des standards Take 5 par exemple, qui sont en 5/4, donc ça donne une sorte de, c'est pas bancal, mais un rythme très particulier à la musique, et ça peut être un point de départ aussi pour une séquence. Donc tout peut t'inspirer, et à partir du moment où tu as vu le film, où tu as le souvenir du film, moi j'ai l'impression que tout est ouvert après, et la moindre chose peut rentrer et être converti en musique, quoi. Et tu parlais de motifs, tu dis ça peut m'inspirer un motif, c'est quoi un motif ? Motif, c'est quelques notes, tu vois, qui vont créer soit une rythmique, soit c'est un thème, c'est quelque chose qui s'étend plus dans la longueur. Que tu peux utiliser de manière différente, mais qu'on reconnaît. Et puis qui est sur un plus grand nombre sur un temps un peu plus long. Un motif, c'est quelque chose qui peut être assez court. D'accord, comme une virgule ou quelque chose comme ça, si on peut. Ouais, c'est ça. Ou tu vois, par exemple, si on prend la musique de Catch Me If You Can de John Williams, t'as
Ça, c'est un motif, tu vois. Après, il se décline en thème. Okay. Mais ça, c'est un motif. C'est quelques notes comme ça, très courtes. D'accord. Donc, en tout cas, toi, la balade, ça t'inspire. Ça, c'est... Donc, il faut toujours avoir, t'as raison, un crayon ou un téléphone, parce que sinon, je te vois courir chez toi pour réécrire, tu sais, quand ça vient. C'est comme on a souvent les bonnes idées sous la douche aussi, et c'est très chiant parce qu'on n'a rien pour noter. Ouais. Alors, ça, Siri, c'est pas mal pour ça. Parce Siri, que tu peux le déclencher à distance. Bien vu, tu vois, mais il faut que je pense à ça. Ça m'est déjà arrivé. Mais c'est par contre ce qui est difficilement vivable pour les gens qui partagent nos vies. Ah oui. C'est-à-dire que quand tu es dans cette phase où tu es ouvert à l'inspiration, tu peux être en train de faire à manger ou on va te poser une question et tu vas pas l'entendre, tu vois. Ça doit être très très compliqué à vivre pour les gens qui sont pas qui vivent avec nous et qui sont pas forcément dans le milieu dans lequel on évolue. Bah ouais, tu m'étonnes, t'es dans ta bulle, quoi, dans ta bulle de musicien. Bah je comprends. Je suis plus sûr qu'il y a plein de gens à qui ça parle. Et tu disais tout à l'heure, alors justement, donc ça s'explique pas. T'as une balade, t'as une inspiration, une machine à écrire. Et tout à l'heure, en début de ce podcast, tu nous parlais de choix des instruments. Parfois, tu vas chercher des instruments. Je sais même pas comment tu les connais d'ailleurs, parce que moi j'en ai découvert grâce à toi. Il y a été une espèce de guitare spéciale quoi chez toi, et tu m'as dit ça j'ai pensé pour. Mais je me dis où tu vas chercher ces instrus, pourquoi t'as envie de ces sons-là d'un coup comme ça la guitare dont tu parles, en fait, tout bêtement, je l'ai entendue dans le générique de Game of Thrones. Ouais. Non, pas dans le générique, dans une des musiques du film. Ouais. Et Never Ending Story, non, j'adore cette musique, c'est pour ça. Non, c'est peut-être, je sais plus, mais j'étais allé chercher sur les réseaux, non pas sur les réseaux, sur les blogs à l'époque. C'est quoi ce son spécialistes, quel est ce son et en fait, les mecs racontaient que c'était un gars à Fillmore, à côté de Los Angeles, qui fabrique cet instrument, qui s'appelle une guitare viol. Et le nom en français pas dingue. Il fait pas kiffer le nom. Mais bon, c'est le nom néanmoins. D'ailleurs, je l'avais dit à Jonathan que c'était en français, c'était pas génial. Parce que ça s'appelle Rape en... Non, c'est guitare viol en anglais aussi. Ah oui. Par rapport à viol de gambe. C'est entre la guitare et la viole, tu vois. D'accord. Mais à part qu'en anglais, tu enlèves le... Bref. Ok. Et il a dit quoi ? Non, il a dit mais bon, maintenant c'est comme ça. Bon, bref. Donc je lui donne toutes mes specs pour cet instrument, parce que c'est un instrument qui coûte assez cher, donc on peut choisir plein de choses. Et le jour où je vais récupérer ma guitare viol à Fillmore, j'en vois une sublime noire avec des petites loupiottes bleues sur le manche. Et je dis, waouh, mais attends, celle-là, elle est incroyable. Il me dit, je viens de la faire pour Metallica et ils viennent la récupérer après-demain. Waouh. Donc, tu vois, en fait, c'est comme ça. À force de traîner sur les blogs ou des choses que tu entends, et après, tu apprends en faisant. Enfin, tu vois, pour I Kill Giants, j'ai utilisé une très, très, très grosse contrebasse qui s'appelle une octobasse. Je savais même pas que ça existait cet instrument, tu vois, et je me suis dit mais pour les monstres est-ce que ça serait pas génial comme son, et donc voilà, enfin c'est des choses qu'on entend, et ça m'amène aussi vers un autre style dont j'ai réalisé que j'adorais écrire la musique, c'est sur les films de Christian Carian sur lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, qui sont plus thrillers, un peu posés mais très très tendus, où c'est la même chose, en fait il y a une très grosse quantité de musique mais beaucoup moins rythmique, etc., et beaucoup plus textural, donc ça rejoint un peu ce qu'on se disait de toucher plein de styles. Donc là ça m'a obligé à sortir des synthés analogiques, de créer des textures, de passer des chœurs dans des machines hardware pour arriver à obtenir des sons très particuliers. Et voilà, moi au-delà d'écrire de la musique, le travail de recherche pour moi ça compte énormément. C'est quoi des hardware là ? Hardware, c'est des instruments physiques. Aujourd'hui on travaille beaucoup avec des banques de sons qui sont dans des ordinateurs. Le hardware, c'est un vrai signal qui rentre dans une boîte et cette boîte transforme le signal, donc ça peut être des vocodeurs, des traitements de sons divers et variés. Ok, ce qu'ils utilisent pour faire de l'autotune, les rappeurs ou des trucs comme ça ? Alors maintenant ça existe en soft, mais au départ il a dû y avoir du hardware, mais c'est aussi avant les reverbs, c'était des vrais reverbs physiques avec des grandes plaques qui donnaient une impression d'écho. Aujourd'hui c'est devenu des plugins, c'est dans les ordis. Et ben là moi j'utilise encore des vieilles machines pour pouvoir transformer des sons et rajouter de la texture, de la matière sonore. Ça crée des harmoniques, ça fait des choses toujours... Alors c'est impossible à reproduire une fois qu'on l'a fait une fois, parce que on peut pas régler les choses, mais quand on a la chance d'obtenir le bon résultat la première fois qu'on l'a enregistré, on garde ça et c'est génial. Et donc tu parles de ça, c'est les musiques que tu fais pour des thrillers, des films d'action, et puis tu fais des choses plus pures, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, pour des films comme Sol par exemple de Jezabel Marquez, qui est l'histoire d'une grand-mère qui
fait tout pour prendre connaissance de son petit-fils qu'elle ne connaissait pas. Et là, comment, du coup, tu travailles comment là-dessus ? Là, c'est un travail qui est complètement différent. Donc, Jezabel Marquez, la réalisatrice, c'est la première fois que je la rencontrais. Et là, ça a été pareil. Je suis arrivé par une autre personne, c'est pas elle directement qui a fait appel à moi. J'ai fait un test où j'ai dû composer la musique pour une séquence particulière. Et comme c'est un film sur le tango, je trouvais ça intéressant d'en injecter dans la musique originale du film. Et donc c'était comme ça. C'était un va-et-vient entre une chanson entre des chansons et de la musique originale. Et donc on est parti sur un style de tango et c'était vraiment pareil, tu vois. C'est un travail encore très très différent de ce que j'avais pu faire auparavant. Et c'était hyper intéressant et j'ai vraiment adoré bosser avec Jezabel qui est vraiment une fille adorable et qui a une vraie vision émotionnelle qu'elle arrive à injecter dans ses films comme ça. Et je trouve ça, voilà, c'est quand t'as déjà cette émotion dans un film, tu arrives juste pour poser quelque chose qui va peut-être augmenter un peu cette émotion, mais quand c'est déjà là à ce point, c'est de la dentelle, c'est vraiment très agréable. Ouais, et d'ailleurs, vraiment, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous le conseille, ce film, parce qu'il est très tendre, vraiment très très tendre. Ouais. Autre rencontre importante dans ce parcours de musicien de musique de film, Benjamin Rocher. Tu nous racontes la rencontre, la collab, tout ça ? Bah écoute, Benjamin Rocher, c'est un réalisateur avec lequel j'adore travailler parce qu'il est d'un enthousiasme un peu à l'américaine. Qui a fait Anti-Gang. Qui a fait Anti-Gang 2. Ouais, 2. Sur Disney+, en ce moment. Qui a fait des records de visionnage. Avec Alban Lenoir, Jean Reno... Bref, écoute Benjamin, ça s'est passé une compétition, un superviseur musical qui m'a appelé pour me dire est-ce que tu serais d'accord pour participer à une compétition sur tel film. Ouais, t'en as fait pas mal quand même. Des compètes. Ouais, mais ça continue. Ouais, et puis tu les gagnes tout le temps, moi j'aime bien. Non, pas tout le temps. Pas tout le temps, on parle pas des autres. Non, exactement. Et donc j'ai fait cette maquette pour Anti-Gang 1 et ça a été une expérience extraordinaire parce que mon premier film d'action. Et j'adore ce style de film parce que je suis un très grand fan de Mission Impossible, James Bond. Et donc tu peux un peu te la jouer comme ça, quoi, tu vois, avec des grosses percus, donc c'est très très jubilatoire. Et Benjamin, j'aime beaucoup bosser avec lui parce qu'il est extrêmement positif, toujours très enthousiaste, et ça te donne une énergie de dingue. Et donc il en faut en fait pour faire un film comme Anti-Gang et Anti-Gang 2 qui est encore plus dans l'action parce que t'as beaucoup de séquences de baston, t'as une fusillade qui dure 6 minutes à la fin, donc il faut mais c'est une collaboration que j'aime beaucoup pour le gars et pour le type de film qu'il produit, qu'il réalise, pardon. J'ai pas vu le 2, j'avais vu le 1. Voilà, il est vraiment vraiment bien. Je vais le faire, c'est pour ça que... C'est très très, tu sais, c'est comme un bon gros burger, tu dégustes, tu te fais plaisir, voilà, c'est vraiment génial. Ok. Jubilatoire. Est-ce que quand on fait de la musique de film, on a envie de bosser aussi parfois avec des groupes ou des chanteurs ? Toi, je sais que tu travailles beaucoup avec la même chanteuse. Comment dis-moi déjà si tu as bossé avec des groupes, si tu en as envie, et pourquoi cette chanteuse ? Pourquoi est-ce que tu restes... aware, comme on dit, attentif à d'autres choses extérieures ? Oui, bien sûr. Moi, j'écoute beaucoup ce qui se fait. Ça fait partie du métier aussi pour essayer de rester dans le coup, entre guillemets. J'ai été approché par des gens. J'ai été approché par Olsen notamment, qui m'avait demandé. Il voulait qu'on bosse ensemble. On a commencé à bosser ensemble et puis au final, ça pour diverses raisons, ça le faisait pas parce que. Enfin non, je vais pas dire pourquoi d'ailleurs, mais c'était quand même super intéressant. Non, la chanteuse avec qui je travaille, tu parles de Zaé Musique, avec qui je fais des chansons j'ai fait des chansons. Et Julia, justement. Julia Wiśniewski. Ah oui, ça c'est pour le côté lyrique. Ouais. Tu sais, à partir du moment où tu trouves des talents qui correspondent à ta sensibilité, qui font vibrer des trucs en toi, après t'as envie de bosser avec eux. Laure, donc Zaé Musique, elle a une voix pop qui me fait voyager d'une force, donc j'adore bosser avec elle. Julia, c'est pour moi une des meilleures chanteuses lyriques avec lesquelles j'ai pu travailler au niveau technique, au niveau de l'amplitude vocale, de la tessiture. C'est ce qu'elle arrive à faire, c'est complètement hallucinant. Et puis après, tu as aussi des souvenirs avec ces gens-là. Enfin, je veux dire, Julia, on a fait des trucs ensemble, des pubs, des choses innommables, mais sur lesquelles elle s'est donnée à fond pour des cachets
pas dingue. Ouais. Et donc après, moi j'ai une forme de fidélité aussi. Ouais, de reconnaissance. Ouais. Donc après, tu vois, c'est comme les réalisateurs avec qui je travaille, j'aime les collaborations, tu commences à te faire confiance, tu vois, Rémi Besançon par exemple. Ça va être, on devrait travailler ensemble sur le 4e film là. Ouais, 4 films, ce sera le 4e ensemble. Ce sera le 4e ensemble et je sens que on commence à se faire confiance, tu vois, ça a été long. Ouais. Sur Zarafa par exemple, j'ai fait des maquettes pendant le montage, j'enregistre l'orchestre. Ouais. Ça c'est une anecdote qui est assez drôle. Et en fait, il préférait les maquettes. Et je lui dis, mais en fait, Rémi, il s'était habitué et c'est normal, il a créé des émotions au montage avec ses maquettes. Et je dis non, donc j'ai dû faire le forcing. Ouais. Et il y a un truc sur lequel j'ai lâché, c'était qu'à la fin du film, il y a une chanson que j'avais chantée moi pour faire des voix témoins. Ouais. Et donc j'avais fait des chœurs un peu africains, tu vois. Et je fais chanter la chanson par une fille super qui s'appelle Acha. Ouais. Et je fais faire les chœurs par Fred, un ami qui a une très très belle voix. Qui est chanteur, ouais. Fred Kossia, que je salue s'il écoute ce podcast. Et je fais écouter la chanson à Rémi et Jean-Christophe, qui était son choréal, et ils me disent « Ah non, mais remets-nous l'Africain d'avant. » C'était toi l'Africain d'avant. Mais non, mais tu rigoles, c'est moi. Et il me dit ah ben on s'en fout et tout. Donc en fait dans la chanson il y a ta voix, il y a ma voix et donc j'ai beaucoup de mal à entendre cette chanson. Ah ouais à cause de ça. Ouais. C'est marrant. Donc il y a des anecdotes comme ça. Bref, je sais plus pourquoi je racontais ça, mais oui pour la confiance, aussi, la fidélité avec Rémi Besançon notamment. Exactement. Et d'ailleurs c'est vrai que t'as fait pas mal de films avec lui quoi. Et le prochain qui est déjà en route, ça me fait penser à un autre truc, c'est que tu dis que t'aimes composer à l'image, mais est-ce qu'un scénario peut déjà à la lecture t'inspirer une musique ou un thème? Je voulais te dire que quand tu m'as posé cette question, en fait tout existe. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs qui veulent que tu commences à travailler très tôt. Très tôt, ouais. Là, Rémi, par exemple, pour le prochain, m'a donné quelques pistes. Ouais. Et donc je commence déjà à enregistrer des sons à droite à gauche, tu vois, parce que ça va être une musique très particulière. Sur Loulou l'incroyable secret, il m'avait demandé de travailler sur le scénario parce qu'au départ, dans le film, il devait y avoir une séquence chorégraphiée par Philippe Decoufflet. Ah oui. Et donc il fallait j'ai composé un long morceau de musique. Et après, j'ai travaillé avec Philippe sur les chorégraphies. Ouais. C'était hyper intéressant. D'ailleurs, c'est la première fois que je faisais ça. Ouais. Et puis, au final, ça n'a pas pu rester dans le film. Mais comme ils aimaient cette musique, ils ont monté toute une séquence d'ascension de la montagne avec la voiture, le voyage en fait des personnages principaux pour arriver sur le lieu où tout va se passer. Ils ont monté toute cette séquence ils ont récupéré cette musique pour la garder dans le film. Donc vraiment tout existe en fait dans le film. Tu peux commencer au stade du scénario, tu peux être appelé 3 semaines avant le mix parce que ils sont pas contents de la musique et donc là il va falloir bosser en très très peu de temps. Tu peux commencer le projet sur lequel je travaille en ce moment. J'avais commencé tranquillement à travailler. Ouais. Ils ont avancé la date de sortie du film pour des raisons logistiques par rapport aux distributeurs, etc. De presque 2 mois. Donc là, à ce moment-là, tu es obligé de... tu changes tout ton plan de travail, tu annules tes vacances. Ouais. Waouh. Donc voilà, tout existe. Il faut être super réactif et prolifique, ouvert, malléable aussi. Ouais. Voilà, ça fait partie du métier, mais ça fait partie aussi du petit frisson, quoi. Et d'ailleurs, comment ça se passe quand toi, t'es persuadé d'un thème et le réal ou le producteur n'aime pas du tout. Comment tu fais dans ces moments-là? Alors, il y a 2 attitudes. Ouais. Il y a l'attitude Laurent Pérez Delmar et l'attitude Ennio Morricone, tu vois. Ah ouais. L'attitude Laurent Pérez Delmar, c'est moi, je suis vraiment au service du film. Ouais. Et si le thème ne plaît pas au réal, je vais composer d'autres thèmes jusqu'à trouver le thème qui lui conviendra. Okay. Après, il y a Ennio Morricone qui va te dire tu es au service du film. Ouais. Donc, si le réalisateur te demande de changer quelque chose dans la musique du film, tu le fais. Moi, si ça me plaît pas, je le fais pas. Voilà, ça, tu vois, c'est 2 attitudes. Complètement différentes. Voilà, exactement. Okay. Et alors, tu vois, un réal, très souvent, il a son univers. Tu vois, t'as les réalisateurs de films d'horreur, les réalisateurs de comédie. Un musicien, il doit avoir une palette vachement plus large parce que justement, tu vois, on a dit, t'as fait des films d'animation, t'as fait des films plus avec des intrigues, des films d'aventure. Des comédies, tu vois, je pense à des comédies presque un peu burlesques, si je pense à Madame Mills de Sophie Marceau, tu vois, avec Pierre Richard qui se déguise en femme, etc. Est-ce que ça joue ou est-ce que tu préfères un style de cinéma particulier ou est-ce que justement t'aimes bien quand même le challenge, entre guillemets?
Bah écoute, il y a un réalisateur qui s'appelle Louis-Julien Petit, avec qui j'adore travailler aussi, qui lui me challenge sur chaque film. Ok. Et sur son dernier film, La Brigade, par exemple. La Brigade avec Audrey Lamy. En fait, sur 2 films, sur Les Invisibles et sur La Brigade, il a eu envie de chansons. Ouais. Et pour moi, en fait, moi j'adore ça parce que ça me donne l'occasion de rencontrer des gens avec qui je rêve de travailler. Ouais. Donc sur Les Invisibles, j'ai appelé le chanteur lead d'un groupe qui s'appelle Isaac Delusion, que j'écoutais beaucoup, qui m'avait été conseillé par mon agent de l'époque, et avec qui on a réussi à faire cette chanson Move Over the Light, qui est un titre que j'aime écouter encore aujourd'hui. Et donc c'est une super collaboration, et quand t'arrives à ça, c'est génial. Et sur La Brigade, j'ai appelé Manny Hoffman, qui est le chanteur lead d'un groupe qui s'appelle Superman Lovers, je sais pas si tu vois ce que c'est. Et moi, Manny, en fait, ça faisait hyper longtemps que j'avais envie de travailler avec lui, et donc ce qui s'est passé sur La Brigade, c'est qu'il devait avoir un titre très connu, un tube mondial, et je crois que pour une histoire de droit, ça n'a pas pu se faire. Et donc 3 semaines avant le mixage, ils m'ont dit faut que tu nous pondes un tube mondial. J'ai dit bah ouais, bien sûr, évidemment, sans problème. Et tout de suite j'ai pensé à Manny, et donc j'ai fait une instru, tu vois. Je lui ai écrit sur Facebook, je lui ai dit salut Manny, je suis Laurent Pérez-Delmar, je fais des musiques de film, machin, j'adorerais bosser avec toi. Et en gros, il m'a répondu bah oui, mais bien sûr, avec plaisir, envoie-moi ton instru, je suis à Saint-Pétersbourg en train de faire des gigs, mais j'ai une carte son. On réenregistrera quand je rentrerai à Paris. Donc je lui envoie l'instru, et il me dit bon, et de quoi tu veux que ça parle, machin, donc je lui explique. Et le lendemain matin, il me renvoie l'instru avec une voix posée. Et là, je le mets dans mon studio et je prends une énorme claque, et je me dis mais c'est dingue. Et donc il me dit bon, il y a plein de trucs qui vont pas et tout machin. Je fais non mais rien du tout. En fait, le titre il va rester exactement tel comme quel, ça. Et là, je l'envoie au producteur, à la productrice Lisa Benguigui, au réalisateur. Et ils me répondent les deux mais c'est quoi ce titre et tout. Donc tu vois, et c'était c'est des expériences extraordinaires. J'en ai le frisson avec d'en parler. Quand tu as un retour comme ça aussi immédiat, déjà pour toi, tu réécoutes le truc, tu te dis waouh, je fais partie de ce titre, c'est génial. Et après, le réalisateur, la productrice, et puis après on est allé à l'Alpe d'Huez, et puis on était assis derrière, et on a vu que les mecs shazamaient le titre alors qu'il n'était pas encore sorti, donc ils avaient no results, c'est pas vrai, c'est génial. Donc on s'est dit bon c'est bon, tu vois, c'est cool. Donc Louis Julien il me challenge sur plein de trucs. À cause de lui, j'ai un copain qui était en Arménie. J'ai fait acheter un doudouk parce que pendant que j'écrivais la musique du film, il m'avait dit ce serait bien d'avoir tel genre de son. Donc j'achète le doudouk. C'est pareil, quoi, doudouk ? Un doudouk, c'est une flûte arménienne faite en abricotier. Le son est magnifique. C'est le son que tu peux entendre dans Gladiator par exemple. C'est des sons qui ont été utilisés par Hans Zimmer pas mal. Mais ça crée vraiment beaucoup d'émotions, et donc j'en ai mis dans le film. Enfin voilà, donc tout ça fait que moi je reste ouvert, et je prends les défis un peu comme des challenges, et c'est aussi pour ça que j'écoute un peu tout ce qui se fait, parce que j'analyse un peu, tu vois, pour essayer de pouvoir de faire des choses dans tous les styles, ça m'intéresse. Donc, et j'ai vu, alors pour le coup je passe un autre truc, que t'étais chevalier des arts et des lettres. Ah oui. Non ? Oui, tout à fait. Alors, ça fait quoi ? Parce que j'imagine que c'est une récompense qu'on te donne par rapport à ton travail de musicien. Donc, qu'est-ce que ça fait à ce moment-là ? Non, mais pour moi, c'était une énorme surprise. En fait, j'ai reçu un mail de Frédéric Bredin, qui était la patronne du CNC, je crois, à une époque, qui me dit « J'aimerais bien que vous soyez nommé, je vais vous proposer, est-ce que vous êtes d'accord ?» Et donc j'ai dit c'est clair, mais j'étais pas sûr que ça marcherait, tu vois. Et le jour où ça a marché, j'étais tellement fier par rapport à mes parents, par rapport à mon entourage, par rapport à mes enfants. Pour moi c'est une reconnaissance. J'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. D'ailleurs, j'ai affiché le petit diplôme dans mon studio, et parfois je le regarde et je me dis quand même, c'est cool. Beau parcours. Alors justement, quand on a ce parcours-là, est-ce qu'on a évidemment, j'imagine, toujours, je sais pas, des rêves. Est-ce qu'il y a un réal avec lequel tu as envie de bosser ? Est-ce qu'il y a un artiste, tu vois je pense, tu dis Orelsan t'a appelé, mais est-ce que tu aimerais un jour, je sais pas, composer de la musique pour un artiste en particulier ? C'est encore autre chose. Quels sont tes rêves que t'as pas encore réalisés ? Écoute, mes rêves, mon premier rêve, c'est de continuer à vivre de cette passion, donc de continuer à faire des films comme aujourd'hui. Mon rêve secret, évidemment, ce serait d'accéder vraiment à des films
américains, dans un premier temps indépendants, parce qu'il y a vraiment des films moi, qui m'ont vraiment bouleversé ces derniers temps. Ou tu vois des films comme Phantom Thread ou des films comme ça d'ailleurs qui comportent une BO extraordinaire de Johnny Greenwood, mais voilà, enfin c'est un autre cinéma quand même, donc ça me plairait vraiment beaucoup. On y travaille, il faut que je retourne à Los Angeles, j'ai mon agent là-bas avec qui je travaille pour essayer d'y arriver. Évidemment l'Oscar c'est le Graal. Pour moi c'est vraiment le Graal. Enfin je veux dire, à partir du moment où en fait c'est plus pour ce que ça entraîne que pour ce que ça représente. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as un Oscar, tu es sur la A-list et donc on va t'appeler pour des projets. Et je pense qu'après, t'as vraiment le choix de projets incroyables. Donc c'est plus par rapport à ça que... exactement. Donc ça, ce serait le rêve ultime, ce serait d'avoir un Oscar, je pense. Et t'as été nommé aux Annie Awards, qui est une sorte d'équivalent des Oscars pour les films d'animation. Ouais, déjà, donc tu vois, premier petit pas. Ouais, bien sûr. Ah non, mais j'étais très très reconnaissant de cette nomination. Et puis le fait que La Tortue Rouge soit nommée aux Oscars aussi, c'était très important. Ça m'a permis d'y aller, de rentrer à l'Académie. Oui, t'es à l'Académie des Césars et des Oscars. Ouais, du coup, tu vois beaucoup de films. Quand c'est ta passion, le cinéma, c'est génial. Moi, c'est plus ça, plutôt que le fait d'avoir la récompense, c'est plus les retombées, en fait, dont j'ai envie, et ça te met en quelque sorte en sécurité. Tu te dis, bon, bah, voilà, je ferai ça, je vais pouvoir faire ça longtemps, et avoir des beaux projets, et ça, c'est génial. Est-ce qu'il y a un conseil, des conseils que tu pourrais donner aux jeunes compositeurs qui rêvent de faire de la musique de film aujourd'hui, Moi, mon conseil principal, déjà, ce serait de voir énormément de films. Et d'écouter, de se faire une grosse culture le plus possible. Moi, j'en ai beaucoup manqué parce que j'ai pas grandi dans ce milieu-là. Donc, j'essaie de rattraper ça en voyant beaucoup de films, en essayant de comprendre comment les grands compositeurs, à partir des années même 40-50, ont travaillé sur les films. Donc apprendre ce langage, en même temps savoir s'en détacher parfois, parce qu'il y a des scores électro qui sont quand même géniaux et qui prennent pas du tout, tu vois, qui rebattent un peu les cartes. S'intéresser à tous les types de musique, à toutes les techniques de composition possibles, essayer d'analyser comment le gars a réussi à générer tel type d'émotion. Voilà, en fait, il y a un gros travail avant, et que moi, j'ai pas forcément eu le temps de faire, donc j'ai essayé de le faire pendant mes premières années. Quand j'ai écrit la musique de Zarafa, quand les producteurs m'ont appelé pour le faire, ils m'ont dit, t'as déjà enregistré un orchestre, tu sais écrire pour l'orchestre? Et j'ai dit oui, bien sûr. Mais en fait, non. J'avais faut y aller un peu. J'avais jamais enregistré quoi que ce soit avec un orchestre. Donc là, il faut dire oui, et après tu vois. Et non, moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Non, mais t'es capable, bien sûr. Bien sûr, il faut saisir l'opportunité. Et après, tu te débrouilles, après tu t'entoures, après tu bosses, voilà. Est-ce que tu penses qu'on peut faire de la musique de film, être compositeur de musique de film, mais être autodidacte et ne pas avoir fait de solfège comme toi, par exemple? Bien sûr, mais tu sais, il y a de très très bons compositeurs. Chris Martin, par exemple, le chanteur de Coldplay, ne sait pas lire la musique. Stéphane Grappelli ne savait pas lire la musique. Il y en a des tonnes. Donc, non, Danny Elfman ne sait pas lire la musique. Donc, tu peux tout à fait, avec du travail, avec... un setup, ton ordi, ton clavier dont tu sais parfaitement te servir, tu connais tous tes sons, etc. Tu peux produire des choses. Après, il y a une question de goût, il y a une question de... Oui, ça c'est... Pour moi, le plus important, c'est d'essayer de faire des choses de goût, de bon goût. De bon goût. À ton goût, en tout cas. Et ça, à ton goût, mais qui peut devenir celui des autres. C'est ça. Ça, c'est peut-être le plus... c'est peut-être ça le plus important, je crois. Et justement, alors tu disais que parfois tu vois des événements, des trucs à la télé où il y a ta musique, et il y a souvent des gens qui achètent les BO, tu vois, de films. Est-ce que t'aimerais sortir un jour je sais pas si on a encore des CD banques, en tout cas les playlists à télécharger. Alors moi j'ai téléchargé celle de Ténor que tu avais faite aussi, avec Michel Larocque. C'est un film sur un chanteur. Claude Junior, Voilà. Mais est-ce que ça pour toi aussi c'est un truc que t'aimes bien t'aimerais bien un jour sortir tout ce que t'as fait en musique
Bah écoute, j'y ai pas trop pensé. Moi, tout ce que j'espère, c'est que quand je serai plus là, je continuerai d'exister un peu avec certains morceaux qui comme auront Michel peut-être... Legrand, quand tout le monde est en tête. Ouais, alors bon, c'est une autre époque, donc je pense que ce sera plus compliqué. Mais tu vois, je pense que j'espère en tout cas que le morceau qui va rester après ma disparition, je l'ai pas encore écrit, et donc je cours après ça. Je me dis bon, peut-être que je vais arriver à faire un truc. Une musique qui va rester, tu vois, voilà. C'est ça peut-être aussi, peut-être encore plus que l'Oscar, ça c'est plus le rêve, ça c'est qu'un jour on associe une musique et que les gens, ah oui, bah c'est Laurent Plazelmar, ou ah oui, bah oui, parce que tu vois, même souvent on fait des blind tests de musique de film, ça c'est extraordinaire, tu dis avec la musique on peut retrouver le film. Ouais, ça c'est génial. C'est génial, Star Wars, E.T., bon bref, tout ça on sait. Là on est sur des, on est sur des gros, autre chose. Mais c'est génial, tu te dis waouh, j'ai composé la musique que tout le monde connaît et ça te donne la référence du film. Ouais, ça doit être génial, effectivement. Ouais. Bon, bah, la prochaine. Et, puis, et alors, donc, j'avais aussi deux dernières questions que je pose à tous mes invités. Quels sont les 3 films qui sont incontournables pour toi ou qui ont changé ta vie? 3 films à voir, soit pour la musique d'ailleurs, soit pour autre chose. C'est toi qui nous dis. Je vais prendre l'option qui ont changé ta vie plutôt. Ok. Il y a le premier film qui a changé ma vie, c'est Blowout de Brian De Palma, avec John Travolta, parce que j'ai pris la mesure de, comment te dire, ça m'a donné envie de geeker les sons. D'enregistrer des sons, de faire des banques de sons, tu vois, de récolter une sorte de collection comme ça. Et, ça a été un vrai révélateur. Au niveau musique de film, il y a Le Grand Bleu, ça a été un trauma pour moi. C'est vrai. Parce que j'ai écouté cette BO, je l'ai poncé, comme dirait un ami, Alex Pachulski. Je l'ai poncé, je l'ai usé, quoi. Je l'ai poncé, vraiment le CD, bon voilà. Et puis évidemment, j'ai envie de te dire, au niveau de mon émotion, de la tristesse, E.T., que j'ai vu au cinéma quand il est sorti. Je pense que ma passion de la musique de film, elle est née aussi à ce moment-là. Où vraiment j'arrivais pas à m'arrêter de pleurer à la fin du film, mais c'était pas parce que il était parti, quoi. C'était parce que la musique m'a transpercé littéralement. J'étais petit, je crois que j'avais 8 ans, je crois. Ouais, c'est ça, j'avais 8 ans. Donc voilà, ça a été vraiment 3 films qui m'ont... Faudrait composer pour Spielberg, comme ça tu boucles la boucle. Oui, je l'ai rencontré aux Oscars. Ah ouais, c'est... Et alors, il est sympa? Tu sais, tout le monde est sympa dans ces conditions. Mais je sais que ça n'arrivera pas. Et puis, je trouve qu'il est suffisamment bien doté pour ne pas avoir besoin de moi. Mais ça, c'était un réalisateur avec lequel j'aurais bien aimé travailler, évidemment. Comme tous les musiciens. Ouais, ok, je comprends. Et alors, avant de passer à la dernière question, j'y tiens quand même à dire et te remercier que tu as fait la musique de mon film, mais que tu avais fait très gentiment la musique de mes courts-métrages aussi, de 3 d'entre eux. C'était avec beaucoup de plaisir. Et que c'est un plaisir de travailler avec toi, parce que comme tu l'as dit, tu es vraiment à l'écoute du réalisateur, du producteur, etc. Et surtout, pour l'anecdote, c'est que tu as laissé parler ton ressenti, ton émotion, peut-être au cours d'une balade, je sais pas, sur la musique du film, le thème que tu as proposé. Et puis, on est parti sur d'autres choses après. Et d'ailleurs, je tiens à dire que c'est incroyable, parce que parfois, je te dis, moi qui suis pas du musicienne, tiens, je veux un truc plus pop, plus rock. Et même si je parle dans des termes pas techniques, tu comprends toujours ce que je veux. Et surtout, t'essayes alors que je t'emmène dans des univers qui n'ont rien à voir. Et je tiens à dire qu'on est revenu au final sur ton premier thème, parce que ton premier ressenti était le bon, comme dans tout ce que tu m'as proposé pour les cours, et que voilà, je suis trop heureuse de la musique du film, qui s'appelle donc Super Papa, qui sort le 31 juillet. Et voilà, la musique est géniale, et je trouve qu'elle apporte une dimension que j'avais espéré et imaginé en écrivant ce film. Donc voilà, je voulais te remercier. Ça me fait très très plaisir, je suis très heureux que ça te plaise. Et voilà, non, vraiment magnifique. Ça a été un plaisir partagé, je te le dis. Écoute, pareil. Et alors, ma dernière question justement musicale, quelle est la chanson qui pourrait être pour toi la bande originale parfaite du film de ta propre vie, de la vie de Laurent Pérez Delmar? Alors,
Là, j'en ai deux, moi. Ouais, bah dis-moi deux. Il y a une chanson que j'écoute beaucoup en ce moment, c'est Everything in its Right Place de Radiohead. Ouais. Qui ouvre merveilleusement le film Vanilla Sky. Je sais pas si tu as cette séquence en tête. J'ai le film en tête. C'est la toute première séquence où on voit Tom Cruise se réveiller, et puis après il prend sa magnifique voiture, il va sur Times Square qui est complètement désert. Et j'écoute beaucoup cette chanson en ce moment parce que elle me met dans un mood particulier. Et puis l'autre BO du moment, c'est la suite de Forrest Gump de Alan Silvestri. Ok. Parce que je trouve qu'on a besoin en ce moment de douceur et de bienveillance. C'est sûr. Et que cette musique, elle te renvoie ça dès les premières notes de piano. Tu sens tout ça. Et c'est vrai que je l'écoute aussi pas mal en ce moment pour cette raison précise. Ok. Voilà. Je mettrai les petites pochettes en visuel pour que les gens puissent les retrouver. Ok. Et on se revoit aux Oscars alors, Laurent. J'espère, avec ton prochain film. Ouais, j'espère aussi. Ouais, en tout cas, merci d'avoir été mon invité de Retour vers le début. Merci de m'avoir invité.